Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vos débuts sont liés à un revolver, bien que vous ne soyez pas un enfant de la balle. Vous avez mené une carrière au galop bien avant d'écrire un roman où les chevaux sont très présents. Ce roman, nous allons l'évoquer aujourd'hui. Bonjour Marc Lavoine. Bonjour Jacques. Alors, le bonheur de vous retrouver car vous avez été un des pionniers des clés d'une vie voici bien longtemps et vous revenez aujourd'hui avec un roman Quand arrivent les chevaux chez Fayard qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Donc j'ai trouvé des dates liées de près ou de loin à ce roman. La première, c'est le 14 janvier 2022, un album dont le titre vous correspond exactement. Adulte, jamais. Je marcherai que sur les bandes blanches au passage clouté. Et plutôt qu'avancer seul, je préférerais marcher groupé. Adulte jamais, un album qui est un duo avec Grand Corps Malade. C'est une véritable rencontre, Marc Lavoine. Avec Grand Corps ? Oui. Oui, c'est un type que d'abord, je l'ai découvert chez AZ. Zetoun sortait le disque, et puis il n'était pas encore sorti. J'ai pris le disque et je l'ai écouté en voiture en tournée. J'ai été vraiment absorbé par ce disque, je l'écoutais en boucle. Et donc j'ai appelé Grand Corps Malade pour lui dire à quel point j'aimais son travail. Et puis c'est comme ça que notre histoire a commencé. Je savais qu'il était de Saint-Denis, moi j'étais de banlieue sud. Je trouvais que nos deux univers pouvaient se rencontrer sur cette chanson et ça a bien marché. Voilà, il se trouve que le premier à avoir cru en lui c'est Aznavour. Oui. Il a reçu un jour qui a dit vous irez très loin. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Alors cet album est sorti et vous assurez, Marc Lavoine, ne pas vous reconnaître dans le monde des adultes. Ben oui. Ça s'est pas arrangé depuis? Non, moi je leur fais pas confiance tellement. Oui. Oh, j'ai raison d'ailleurs. Oui, je crois, oui. Voilà. Et dans cet album, il y a un duo avec Virginie Ledoyen aussi. C'est une autre rencontre. Ah, c'est une belle rencontre. Virginie, ça faisait longtemps qu'on se connaissait. Et puis j'aime beaucoup sa voix. Elle a une voix très, très grave, un peu à la Delphine Seyrig. Oui. C'est voix que j'aime beaucoup. Et donc qu'on reconnaît parmi toutes. Et je savais qu'elle chantait, j'avais entendu une chanson de Barbara qu'elle avait chantée, elle chantait divinement bien. Donc là, je lui ai demandé de venir chanter. Donc on a fait deux versions, une version où on chante ensemble toute la chanson et une version où on se répond. Alors, il se trouve qu'elle a commencé à 14 ans sur le plateau du film Le Voleur d'enfants, et à 14 ans, elle a dû embrasser Marcello Mastroianni, qui était son aîné de 54 ans. Pas mal. À l'époque, ça n'a pas fait de scandale, et en plus, c'était tout à fait chaste. Oui, bien sûr. Non, mais j'ai rencontré Virginie au Festival de Cannes, sur son film d'Assayas qu'elle avait fait. Et donc elle était toute jeune, elle avait 17-18 ans, et elle est arrivée comme une princesse, avec sa robe était ouverte derrière, avec des Kleenex partout, et elle avait les jambes nues comme ça. Elle était perdue, moi aussi, j'étais tout seul, et puis on a commencé à parler, et c'est vrai qu'une amitié est née ce jour-là. Alors, il se trouve aussi que cet album, Adulte Jamais, est sorti à un moment où les commerciaux vous ont dit « faut pas sortir d'album, c'est le mois de janvier ». Et ça, vous ne les avez pas écoutés, car vous faites toujours ce que vous voulez. Alors, c'est pas moi, là, qui n'ai pas écouté. C'est vrai que sur la question des sorties, des dates, je suis pas très bon. Donc il y a toujours quelqu'un à côté de moi. Là, c'est Pascal Nègre, sûrement à l'époque, qui a dû dire de sortir le disque à ce moment-là. Je suis pas tellement... Là où je maintiens mon tir, c'est sur le choix des chansons. Voilà, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on m'a déconseillé de faire une chanson que j'avais envie de sortir, ou qu'on m'a déconseillé de faire quelque chose... Par exemple, à l'époque, quand j'ai sorti le duo avec Catherine Ringer, les gens me disaient « mais t'es fou, non, faut le faire avec une autre chanteuse qui était plutôt à la mode à l'époque ». Et moi, j'ai pas voulu, j'ai vraiment eu envie de travailler avec Catherine Ringer. De toute façon, vous avez toujours fait ce que vous voulez et la liberté a toujours été votre maître mot, Marc Lavoine. Depuis l'enfance, parce qu'à la maison, il y avait une certaine liberté à Longjumeau. Oui, c'est vrai que mon père était là par pointillé. Enfin, moi, je l'ai connu évidemment bien après qu'il soit revenu de la guerre d'Algérie. Je suis né en 62, donc dès son retour. Mais disons que mon père était un peu perdu, et puis il partageait son temps avec le Parti communiste, avec la CGT, avec des voyages. Avec ma mère, c'était beaucoup plus quotidien. Donc on était plus tout le temps ensemble, et puis les amis venaient dormir là. Il y avait un vent de liberté vraiment dans cette maison. C'était magnifique, c'était génial. Oui, c'était porte ouverte en permanence. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait une clé sous la porte, les copains de mon frère venaient, ils dormaient un peu partout, puis mes copains venaient aussi. Certains d'entre eux sont restés à la maison. Il y a deux garçons qui ont été adoptés par ma mère. Un
dont la mère l'a accompagné à la maison, elle lui dit « aidez-moi à vivre avec vous », et l'autre parce que ses parents étaient morts, donc ma mère l'a gardé avec nous, et c'est vrai que c'était très bien. Puis tous les autres copains, Billy et les autres, venaient manger le goulash ou bien les pâtes à la maison. Voilà. Et en même temps, votre enfance a été bercée de poésie et de peinture, ce qui vous a formé, Marc Lavoine. Oui, d'abord le Pierre et le Loup, ça a été mon premier guide. C'était effrayant, d'ailleurs, parce que la musique de Prokofiev est assez effrayante, l'histoire est effrayante elle-même. La voix de Gérard Philippe était très très belle. Et mon père était fan de Gérard Philippe parce qu'il aimait beaucoup le TNP. Et alors mon frère me protégeait, il venait me surveiller. En fait, il écoutait l'histoire à côté, derrière moi, juste à côté, avec sa main sur mon épaule. Et tous les soirs, je voulais vraiment écouter cette histoire. C'était vraiment un aimant. J'avais besoin de cette histoire. Et c'est vrai que mes parents m'ont fait lire Prévert assez jeune et m'ont offert l'anthologie de la poésie française par Georges Pompidou. Oui. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que dans les mots, il y avait quelque chose pour moi. Enfin, il y avait tout ce qu'il faut pour être un artiste. Votre père, je crois, était fan de jazz. Et votre mère aurait rêvé d'être danseuse étoile. Oui, elle aurait aimé être danseuse étoile. D'ailleurs, j'ai rencontré une femme plus tard, à l'Olympia, quand je travaillais, j'avais 16 ans. Il y avait deux dames pipi. Une dame pipi en bas, Madame Cobé, et Germaine en haut. Et moi, j'aimais bien aller avec Germaine, qui était très bavarde. En tout cas, pas très bavarde, mais elle racontait ses histoires. Elle avait été l'habilleuse de Joséphine Baker, parce qu'elle était danseuse, elle a perdu toutes ses dents, elle a dû arrêter la danse, et elle est devenue l'habilleuse de Joséphine Baker, et elle me racontait ses histoires. J'étais vraiment fasciné. Ça me rapprochait de l'univers de ma mère, de sa frustration de pas avoir pu être danseuse. Ma mère avait une bouteille dans laquelle il y avait une danseuse qui dansait sur elle-même, vous savez, avec une musique, et elle tournait comme ça. Comme dans la vidéo de Mondino pour le duo et Catherine, il y avait ces danseurs au début, et elle regardait cette danseuse dans cette bouteille qui était vide depuis longtemps. Elle remontait en dessous la clé, et j'entendais la musique et je voyais cette danseuse danser dans ses yeux. C'était très émouvant. Et puis il y avait effectivement votre père qui était militant communiste. Vous l'aidiez à vendre l'humanité le dimanche. Oui, alors on vendait l'humanité dimanche devant l'église. Alors c'est pas terrible. J'étais avec ma mère devant l'église et nous vendions avec ma mère et puis mon père vendait avec mon frère. Et donc, comme on collait les affiches, on faisait un peu tout. On vendait aussi le bleuet, on vendait le muguet. Enfin, chaque chose était pour le Parti communiste. Et ma mère me disait, et je lui disais, j'aimerais bien aller à l'église. Alors elle disait, chut, tais-toi, ne dis pas ça. Ton père va nous entendre. C'est ta vie privée. Si tu veux croire, tu crois, mais ne le dis pas. Et elle avait vraiment cette pudeur avec mon père de ne pas lui. Elle avait ses petites bibles que j'ai gardées d'ailleurs. J'ai gardé deux choses de ma mère, ses bibles et son dé à coudre. Il se trouve que l'Humanité, au départ, était un journal socialiste lorsque Jean Jaurès l'a fondé en 1904, est devenu un journal communiste en 1920 lorsqu'il y a eu le congrès de Tours. Et vous avez fait, bien sûr, le voyage régulier pour la fête de l'Humanité. Oui, évidemment, j'y suis allé. Mon frère y allait avant moi. J'y suis allé dans la boue. On dormait sous des bâches comme ça, au stand de la CGT. Et donc, c'était les amis de mon père. Moi, je raconte dans le livre L'homme qui ment, les soirées là-bas, mais c'est surtout la vie culturelle qui était intéressante. C'était les concerts. Je me souviens d'avoir vu Dick Garn, je me souviens d'avoir vu beaucoup de gens sur scène. Et puis un jour, j'ai eu la chance de pouvoir faire l'ouverture de la fête de l'Humain. J'avais très peur que les gens partent. Il y en avait partout. Je pense qu'il y avait 100 000 personnes. J'ai eu peur qu'ils s'en aillent. Je me disais, ils vont pas rester, c'est pas possible. Et j'ai chanté. Et puis quand j'ai chanté Le Déserteur, j'ai pensé à mon père. Il y a eu un silence dans toute l'audience. Et je suis sorti de scène. On m'a proposé un verre d'alcool et j'ai dit non, pas aujourd'hui. Et j'ai arrêté de boire ce jour-là. J'ai arrêté de boire de l'alcool après les concerts. Parce que je sais pas, il s'est passé quelque chose. Mon père a dû me dire arrête. Et donc j'ai arrêté. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien d'arrêter. Et Le Déserteur, c'est une chanson de Boris Vian, interdite lorsqu'elle a été enregistrée par Mouloudji, enfin déconseillée à la radio. C'était pas interdit, c'est pas la même chose, et qui a fait scandale parce que c'était la fin de la guerre, c'était le début de la guerre d'Algérie et la fin de la guerre d'Indochine. Voilà. C'est pour ça que cette chanson, il y a deux fins. Il y a la fin de Reggiani, enfin celle que j'aime beaucoup, c'est celle de Reggiani où il dit que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Et Gian la chantait différemment. Enfin, Vian la chantait autrement. Il disait prévenez vos gendarmes que je possède une arme et que je sais tirer. Moi, je la chante avec cette fin-là, avec la fin de Boris Vian. Et il se trouve aussi que vos débuts professionnels, c'est dans la typographie. Vous auriez dû être typographe, vous êtes dans un journal, dans un quotidien, Marc Lavoine. Alors, je suis rentré à l'école rue Madame, une très très grande école, une école donc publique.
voisine de Penningen, qui est une école privée. Moi, je suis allé donc à l'école publique. Mon frère était déjà en section dessin. Donc, il était très classe. Ils avaient tous les cheveux longs avec un carton à dessin. Il parlait philosophie, il parlait architecture, il parlait graphisme. Ça parlait vraiment du monde dans l'image, dans le dessin, dans l'imaginaire. Moi, j'étais à la section imprimerie avec un bleu de travail, les cheveux attachés, et je voyais la rotative, je voyais la Heidelberg qui tournait devant moi. J'étais obligé de mettre de l'encre à l'arrière pour tenir. Fallait tenir le niveau entre l'encre et les lingots. Tout ça, c'était une mécanique incroyable. Et on ne nous regardait pas, nous, on était invisibles. Le bleu de travail te met dans une situation d'invisible. Et donc après, je suis allé à l'Olympia et c'est pareil, c'était un peu invisible. J'ai récupéré le costume de Bakri et je l'ai mis, et je me suis mis dans la salle et j'ai placé les gens tout de suite. C'était des métiers qui étaient intéressants pour moi parce que c'est des métiers qui touchent au cœur ouvrier. C'est des métiers entre le spectacle et le public, c'était différent parce que là, j'avais une autre place. Et j'ai placé pour Yves Montand, donc c'était que des rêves qui s'enchaînaient, si vous voulez. C'était fantastique. Et vous êtes resté un artisan finalement. Oui, exactement. Je suis un faiseur de chaises, comme Stark. En fait, les gens m'apprennent beaucoup. J'aime bien. J'étais à New York et Philippe Stark, il me dit. Tu es où? Tu es à New York? Je dis oui, je suis là à l'hôtel en face de la galerie de Peter Beard. Il me dit, je suis en bas, descends. Je descends, je monte sur sa moto, il m'emmène à Brooklyn. Il ouvre la porte d'un hangar et il y avait des chaises, mais partout. Il me dit, voilà ce que je fais des chaises. Et il prenait les chaises, il m'expliquait la chaise Franck, la chaise... Et donc, il m'a dit, si t'es assis sur une chaise, il faut vraiment être bien, quoi. Et moi, je suis un faiseur de chaises, en fait, c'est ça. Et nous, on est très bien avec vous et on va continuer à parler de votre parcours à travers une autre date, le 3 septembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Marc Lavoine. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marc Lavoine. Votre actualité, un album, mais aussi Quand arrivent les chevaux, un livre chez Fayard, très émouvant qu'on va évoquer, et qu'on évoque d'ailleurs en filigrane au fil de l'émission. Une date importante dans votre vie, que j'ai trouvé le 3 septembre 2022, c'est le premier soir où est diffusée cette émission de télévision. Je t'appelle Marion, à se tutoyant. Okay. Moi, c'est Claire. Les rencontres du papotin. Oui, et tout le monde a oublié, je n'ai vu nulle part, le fait que le premier à avoir trouvé et défendu le papotin, c'est vous, Marc Lavoine. Non, mais c'est pas grave, ça. Non, mais quand même, pour rétablir la vérité. Le papotin n'appartient qu'à lui-même, n'appartient qu'aux auteurs. Moi, j'ai toujours été très proche des auteurs et du réalisateur du papotin. C'était pas une émission de télé, c'était... Eh oui. Nous filmions, nous, les choses, mais on les gardait, bien sûr, parce que... Voilà, mais maintenant c'est une émission de télé, c'est autre chose, c'est plus la même chose, c'est plus la même chose. Donc que j'ai pas été évoqué durant l'émission ou pendant l'émission ou après l'émission, c'est pas grave. Moi d'ailleurs je pense que c'est une autre aventure. Moi j'ai vécu 20 ans avec eux, j'ai vécu de 92 à 2002 je crois. Je me suis séparé donc sur le dernier double numéro avec Nicolas Sarkozy et puis je crois qu'il y avait aussi Frédéric Mitterrand. Enfin c'était un numéro avec beaucoup d'invités que mon frère avait d'ailleurs dessiné. Voilà, je me suis séparé d'eux après. Je suis parti et pour travailler avec les gens qui ont le cancer, notamment les enfants, dans le club contre les discriminations. Donc si vous voulez, je n'ai pas de ressentiment, pas du tout. Je n'ai fait que recevoir du papotin. J'ai reçu tellement d'amour, tellement de... Ils m'ont tenu la manche pendant 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai fait partie du papotin pendant 20 ans. Oui. Ensuite, j'ai fait partie d'une autre aventure. Et maintenant, j'ai un peu arrêté les aventures parce que ça vous entame beaucoup. C'est vrai que j'arrive à un âge où je suis un homme qui pleure maintenant. C'est-à-dire que c'est nouveau. J'arrive à un âge où je supporte... Les enfants qui ont le cancer, ça a été un gros travail. On a vraiment mis en avant le cartable connecté avec Abdel Aïssou. Et donc, il a fallu aller voir tout le monde, quoi. Voir d'abord les hôpitaux, voir les chirurgiens, voir les pédiatres, les dames qui s'occupent des enfants, les enfants eux-mêmes, leurs familles. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, mais c'est plus qu'une émotion. C'est-à-dire que moi, je fais les choses à fond, donc j'étais vraiment à fond dans ça, comme j'étais avec le papotin. Et bon, au bout de 35 ans, je crois que j'ai besoin de prendre un peu de recul. Je peux faire des choses comme le Téléthon, bien sûr, mais même si l'immersion est difficile dans le Téléthon, parce que faut aller proche des gens. C'est des familles entières qui sont touchées par quelqu'un de leur famille qui a du mal. Donc,
si vous voulez, c'est devenu un peu compliqué pour moi. Oui. Les Restos du Cœur, le Téléthon, toutes ces choses, j'ai maintenant un peu de mal à y aller parce que c'est devenu difficile, mais ça reviendra. Oui, mais en même temps, j'imagine, mais en même temps, il faut rappeler que le papotin, quand vous avez commencé à vous en occuper, personne n'en parlait dans les médias. Non. Vous avez été le premier à défendre les enfants autistes. Oui, c'est-à-dire qu'ils avaient fait 3 numéros, le numéro avec Howard Buten, d'ailleurs, qui est mort, qui est mort il y a pas longtemps, et je tiens à rendre hommage à la mémoire de cet homme, parce que c'est un homme bien. Le clown Buffo qui a disparu et que j'aimais vraiment beaucoup. D'ailleurs, il m'a appelé quand j'ai quitté le papotin pour me demander de revenir. Il m'avait dit, tu sais, nous, chez les Juifs, on pardonne, on boit un verre et on recommence. J'ai dit, oui, mais là, je suis fatigué. C'était vraiment une fatigue et je le regrette. Je regrette de ne pas l'avoir revu, de ne pas avoir tenu dans mes bras Howard. Et il y a Driss aussi, bien sûr, que je salue. Ça a été, je suis rentré au 3e numéro, après le numéro du Solier de Léos Carax. Je suis rentré au 4e numéro. On a fait l'interview et les jeunes m'avaient dit, t'inquiète pas Marc Lavoine, on va te présenter à une bande de fous et on va discuter de ça tranquillement. Et on a discuté de ça tranquillement pendant 20 ans. Vraiment, c'est un grand cadeau que les autistes m'ont fait, que Arnaud, tous les jeunes hommes et femmes que j'ai rencontrés, ça a été pour moi une aventure littéraire. Hein. Je les emmenais au musée, je les emmenais au spectacle, au cinéma, je les emmenais dehors. J'aimais bien les emmener dehors, les emmener aller voir quelque chose, aller faire quelque chose. Et puis les retrouver ensuite dans la salle de rédaction, d'abord à l'hôpital de jour, et puis au Lucernaire qui nous a reçus pendant des années. Et puis voilà, il y a un jour où les choses doivent s'arrêter. Oui, mais en même temps, sans vous, il n'y aurait pas eu autant de choses. Il y a eu un livre, toi et moi, on s'appelle par nos prénoms, qui a été un événement. Oui. Parce que vous avez, grâce à vous, on a découvert cet univers qu'on connaissait mal. Oui. Le premier qui nous a ouvert la porte, ça a été une émission le soir qui était présentée par, j'ai oublié son nom, il ne m'en voudra pas, Michel Field. Michel Field, oui. Voilà, il avait réuni sur le plateau des gens... disons normaux, enfin des gens en normes, moi, Maxime Le Forestier, et entre chacun d'entre nous, il y avait le fils de Grammer Wright aussi qui était là, ils avaient mis des autistes, et donc les gens s'exprimaient. Et ils ont été présentés non pas comme des autistes, mais comme des auteurs. Et des gens m'appelaient, j'ai un ami peintre qui m'appelle, il me fait, j'ai vu l'émission, j'adorerais rencontrer cet auteur-là. J'ai dit, oui, enfin, c'est un jeune autiste, il n'avait pas perçu ça. Donc ça a été la première fois qu'on mettait à la télévision, invité sur un plateau, des gens ensemble sans dire qu'ils étaient ceci ou cela. Et ça avait pas mal marché. Ensuite, je suis allé chez Patrick Sabatier faire une émission. On m'avait proposé des thèmes et j'avais choisi de parler de Bernard Blier et de parler du papotin. Et donc Marc-Olivier Fogel, qui était l'assistant de Sabatier, m'avait fait faire un film. J'avais fait un film en noir et blanc, au ralenti, avec Costa Kekemenis, et qu'il avait passé à l'antenne. Ça a été le départ, ça a été le début. Et là, on a commencé à percevoir de l'argent, des abonnements. C'est un journal qui tenait uniquement qui sortait par ordre inalphabétique, qui sortait quand il était prêt, mais qui vivait sur les ventes du journal. Et donc c'était pas un journal comme le Réverbère que les gens achètent et ne le lisent pas. Les gens l'achetaient pour le lire, et ça c'était très important pour moi. Et le Réverbère a été dirigé longtemps par Rodolphe Ruotto, qui était à la radio une star des années 50, sous le prénom de Rodolphe à Radio Luxembourg. Il avait 5 ans. Voilà. Alors il se trouve aussi que vous avez joué un médecin à la télévision dans une série policière, I3P, oui. Mais que ça aussi, c'était de l'infirmerie psychiatrique. Alors, il n'y a pas de rapport, mais il y a quand même un côté médical qui vous tient à cœur. Le texte était vraiment beau. Alors, on se réunissait tous les jours sur le plateau parce que j'avais l'impression d'être trop servi par le texte. C'était un peu le général de Gaulle qui parle et puis les intervenants viennent de t'entendre. Donc, on remettait le texte sur le plateau, à plat, et on donnait... On essayait de distribuer les phrases qui étaient plus féminines à des jeunes femmes qui étaient là, mon assistant, etc. Et donc, on a vraiment travaillé en groupe dans l'hôpital en tout cas. Après avec ma partenaire Barbara Schulz, c'était autre chose. C'était vraiment un jeu magnifique. Enfin, c'était un jeu à deux. Donc, mais quand on était en groupe, on faisait comme au Parti communiste un peu. On partageait tout. Et si vous voulez, ça a donné du rythme à la série. Alors l'effet. Ce que moi j'ai ajouté là-dedans, c'est vrai que le type il est un peu entre deux, on sait pas où il vit un peu à l'hôpital, on sait pas où est sa chambre, on sait pas tout ça parce que il a un problème, il a eu un gros problème dans sa vie, c'est dit d'ailleurs dans la série, où quelqu'un est mort à cause de lui, donc il est parti dans un autre univers et il est entre les malades et la réalité, il vit un peu
cette pathologie, il la vit complètement. Alors, c'était intéressant à faire, c'était fatigant. Alors, il se trouve que vous aviez deux rêves enfants, Marc Lavoine, la chanson et le cinéma, ou la comédie. Vous avez réussi à faire les deux, car il y a beaucoup de metteurs en scène qui vous ont fait confiance, à commencer par Claude Chabrol. Oui, j'ai pas fait du cinéma, j'ai tourné avec Claude Chabrol. Oui, pour la télé. J'ai tourné avec... pour le cinéma. Oui. Avec Claude Chabrol, j'ai tourné avec Trintignant, avec Pierre Boutron. J'ai tourné avec Tony Gatliff. C'est vraiment des films qui m'ont marqué. J'ai tourné avec Schoendorfer, j'ai tourné avec Esposito, j'ai tourné avec des gens, j'ai tourné avec des équipes, j'ai tourné avec des thèmes, avec des textes qui étaient des textes forts. La reprise du film de Clouzot par Chabrol était un texte très fort. Donc j'ai revu le film de Clouzot d'ailleurs après, qui a été remonté avec Bérénice Bejo et un acteur que j'adore, Jacques Gamblin. C'est le même texte, mot pour mot. Et c'était fantastique d'être dans les yeux de Claude Chabrol. La première fois que je l'ai rencontré, je vais chez lui, donc j'allais chez lui dîner, donc j'étais avec mon agent Annabelle Karoubi, et j'allais rentrer chez Claude Chabrol. Donc je me suis dit, je vais lui acheter une bouteille de vin, il faut quand même que je fasse quelque chose. Je vais chez un marchand de vin, donc, et je lui demande une bouteille, alors je prends une bouteille. Et j'arrive avec ma bouteille, et Claude Chabrol me dit « Ah, c'est le vin préféré de Jean Poiret ». Donc j'étais déjà bien entré chez lui. Et c'est vrai que le premier dîner avec lui a été fantastique. Donc sur le tournage ensuite, comme je me sentais très très bien sur ce tournage, c'était un tournage en même temps dramatique, parce que le film est absolument incroyable. Cette folie, cette jalousie... On n'est pas jaloux de ce qu'on voit, on est jaloux de ce qu'on ne voit pas. Et c'est ça qui est fou. Et donc, c'était une folie, ce tournage. Cluzet était dans un état pas possible, il avait son scénario. J'avais regardé l'intérieur du scénario, mais c'était magnifique, c'était réécrit, il écrivait partout. Et puis Emmanuel Béard. Il y avait Jean-Pierre Cassel, Emmanuel Béard, il y avait même un garçon qui avait joué dans le premier, qui s'appelait Mario David. Oui. Donc on était copains, on jouait à la pétanque, on mangeait bien, on buvait bien, et on jouait ces personnages. Et je m'entendais très très bien avec l'équipe de tournage et surtout avec l'équipe des machinaux, enfin des décorateurs. Et Cécile Mestre, qui est la fille de Claude Chabrol et de Aurore, était très très pétillante. Et on buvait, on chantait des chansons de Rissé Marié. Enfin, c'était fantastique. Et donc j'ai demandé à Claude si je pouvais rester 15 jours de plus après mon tournage, me mettre à côté de lui et le regarder tourner. Je l'écoutais, il était fantastique avec les gens quand on tournait à Onati, dans le village d'Arrevel, et surtout un jour une scène avec Mario David qui était fantastique. Et il était génial parce que il arrive, elle sort du bus avec des paquets, et puis il y a Mario qui prend les paquets et qui accompagne donc Emmanuel à l'accueil de l'hôtel, et il prend les paquets, il lui donne un par un, et puis le dernier, il lui dit, je pense que ça c'est un sous-vêtement, et il se plantait complètement, Mario, et Claude lui dit, c'est très bien Mario, c'est magnifique, tu es vraiment magnifique. Il y a une chose qui va pas, c'est le paquet. Le paquet à la fin, tu le tiens comme ça, tu le tiens de bas en haut, c'est pas terrible. Tiens-le au-dessus de ta tête comme ça, comme toi, comme le corbeau et le renard, tu le tiens comme ça, puis tu hésites à le lâcher, tu le tiens, et tu fais sûr que c'est des sous-vêtements. Et il dit d'accord, oui, t'as raison. Et là, il a tourné la scène, c'était d'un coup, d'un seul, fantastique. Ce qui veut dire que être metteur en scène, c'est vraiment apprivoiser le hasard et en même temps le sentir, le précéder et trouver la solution idéale. En plus, la solution était idéale, mais elle tenait debout, parce que ce paquet tenu comme ça n'était pas la même chose que ce paquet tenu du bas vers le haut. Et donc, si vous voulez, c'était très malin, il était très intelligent. Oui, c'était un amoureux des nourritures terrestres. Et maintenant, on va parler de celle de l'esprit avec une autre date, le 18 octobre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Marc Lavoine. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marc Lavoine. L'actualité, quand arrivent les chevaux, un livre chez Fayard qu'on va évoquer parce que c'est un livre très émouvant et très étonnant. Votre plume est vraiment celle d'un romancier et d'un écrivain. On ne sait plus très bien ce qui est l'un qui est l'autre. Alors, le 18 octobre 2024 est sorti un album pour vos 40 ans de carrière avec une chanson revisitée. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Cette chanson est sortie le 5 mars 1985, et moi je me souviens encore de ma première interview avec vous à Radio Monte Carlo. Vous débutiez, vous n'étiez pas sûr du tout du succès, Marc Lavoine. Ben non, on n'en est jamais sûr, je suis pas sûr non plus du succès aujourd'hui. À chaque fois, chaque jour est une grande aventure, hein. Donc
Non, je suis pas sûr du succès. Je suis jamais vraiment sûr de moi. Je suis pas sûr. C'est-à-dire que quand je me couche, j'ai des doutes terrifiants. C'est pour ça que je me couche peu, d'ailleurs. Et quand je me réveille, j'ai des convictions. Alors, je m'appuie sur ces pauvres convictions et j'essaie de travailler. Et j'ai toujours travaillé beaucoup. Depuis l'âge de 15 ans, je travaille et j'ai toujours compris que c'est à travers le travail que l'inspiration pouvait venir. Et puis, avoir un peu de jugeote, peut-être, et avoir de bons amis. Fabrice Aboulker, par exemple, que vous connaissez bien, Oui. est un ami extrêmement proche. Et donc là, on a fait les Souliers Rouges qui marchent vraiment bien, qui va partir en Chine. C'est une belle aventure qu'on a tous les deux. Depuis maintenant 40 ans, plus de 40 ans, il m'a connu, j'avais 16 ans. Il m'a mis dans un groupe de hard rock à l'époque. Oui, c'est le premier à croire en vous, d'ailleurs. Oui, ça a été le premier pas tout de suite. Sa mère lui avait dit... écoute, j'ai un mec en face de moi, il a l'air un peu con, mais il a l'air d'avoir du talent, reçois-le. Donc il m'a reçu par amour pour sa mère, pour Florence. Mais au début, il a pas compris ce que je faisais. Et c'est quand il a entendu ma voix sortir des enceintes dans le studio, il s'est dit, putain, mais il a une voix, lui. Et donc là, je lui ai dit, fais-moi des chansons. Je lui ai demandé pendant 2 ans de me faire des chansons. Il a fini par m'en faire une, et puis par m'en faire une deuxième, et puis la troisième, c'est Les Yeux Revolver. Oui, alors cet album s'appelle Revolver, il est sorti pour les 40 ans de carrière, dans une nouvelle version électro-symphonique, enregistrée à Sofia avec 80 musiciens. Voilà, à Sofia, ce qui est une ville... c'est une ville assez forte, hein, Sofia, même les voitures pleurent là-bas. C'est-à-dire que c'est une ville d'une tristesse absolue, mais ils ont un orchestre symphonique absolument divin qui est dans un immeuble nazi accroché à un immeuble communiste. Ça plante le décor. Je suis allé là-bas avec un certain souffle au cœur quand même, parce que franchement, c'était waouh. Et là, je suis rentré dans cet univers. Alors, personne m'a dit bonjour. J'ai dit bonjour comme ça à tout le monde. J'ai été serré les mains. On m'a même pas regardé, à part le chef d'orchestre. Et ils m'ont dit au revoir. C'est marrant, c'est qu'ils disent pas bonjour, mais ils disent au revoir. Moi, j'ai toujours eu du mal à dire au revoir, et j'aime bien dire bonjour. Donc c'était un peu bizarre, mais ils ont joué. J'étais dans la salle avec eux quand ils jouaient, parce que je voulais pas être dans la cabine. Et la seule chanson pour laquelle j'ai demandé à ne pas mettre d'électro, c'est Les Yeux Revolver. Je la trouve vraiment bien réussie. Pourquoi faire cette nouvelle version électro-symphonique, Marc Lavoine? D'abord parce que Frédéric Domenech, mon manager, m'a dit « faut que tu fasses une version symphonique de tes morceaux ». J'ai dit « non, symphonique, ça sent le sapin, non, laisse tomber ». Et en réfléchissant, j'ai dit électro parce que j'aimais beaucoup l'album de Deep Purple, le Royal Philharmonic Orchestra, qui a été suivi d'un album des Eurythmics, qui a été suivi par un album de Portishead, et qui a été suivi par une expérience de Beck. Beck qui a fait le morceau de Bowie en symphonique avec tous les instruments du monde. Ça m'a vraiment bouleversé, ces versions-là. Et puis j'aime beaucoup Sakamoto aussi, qui mélangeait le symphonique et l'électro. Donc j'ai dit électro-symphonique, ça m'intéresse. Donc j'ai pris la liste des chansons qui me paraissaient être le plus représentative du travail que j'ai fait, surtout par les textes. Et puis, bizarrement, les musiques sont bonnes aussi. Donc, voilà, on a enregistré ça. On a fait 4 inédites. Et puis, voilà, c'est pour ça. On va en parler. Mais en fait, finalement, là, Les Yeux Revolver, ça a été enregistré à peu près sur tous les rythmes, déjà. Il y a eu des tas de versions. Oui, il y a eu des versions cubaines, des versions argentines, des versions rock, des versions hard rock. Oui, c'est une chanson que même les rappeurs ont repris cette phrase. Il y a Jossman qui l'a reprise. Je sais que Nekfeu a repris aussi Les Yeux Revolver. Enfin, c'est This La Peste qui avait repris d'abord C'est ça la France. C'est des gimmicks. Donc j'ai toujours été, moi j'ai toujours chanté avec Dave, avec Catherine Ringer. J'ai jamais eu de problème avec les différences de couleurs, de couleurs de musique. Là j'ai enregistré une chanson avec Chrissy, qui est le rappeur qui avait produit Damso. Ça s'est fait naturellement. Il faut dire que leur maman aime beaucoup ce que je fais. Donc c'est souvent à cause de leur mère que je les rencontre. Et ça crée un lien. C'est sûr que la mère est un lien absolu. Enfin, Chrissy adore sa mère. Les gens aiment beaucoup leur maman. Mais il se trouve, et votre mère, justement, vous l'aimez beaucoup. On va en reparler tout à l'heure. Mais il y a aussi le fait que Catherine Ringer que vous évoquiez, eh bien, elle a aussi fait un duo avec vous, un duo qui est mythique. Je me sens pas belle quand tu ris. Alors, cette chanson, Marc Lavoine a failli ne jamais être enregistrée parce que vous avez appelé Catherine Ringer, elle vous a raccroché au nez. Oui, on s'était rencontrés sur un événement. Je sais pas si je peux vraiment tout raconter parce que bon bref, elle est montée sur scène et je savais pas vraiment ce que ça voulait dire en fait. Et puis donc je lui ai pris la main et je lui ai tenu la main pour saluer. Et là, elle m'a regardé dans les yeux. Et elle m'a regardé. Elle m'a vraiment regardé. Elle m'a regardé comme ma mère me regardait.
elle a vu qui j'étais. Et donc j'étais heureux de ce regard qu'on avait eu ensemble. Et puis voilà, le temps a passé. Et puis pour enregistrer la chanson, je l'appelle. J'étais à Morzine avec Fabrice Aboulka. J'avais une amie avec moi, une amie qui était un peu dans la difficulté. Elle me dit appelle-la. Je dis mais je vais pas l'appeler. Je l'ai appelée et puis elle m'a raccroché au nez. Oui, elle m'a dit Marc Lavoine, c'est ça. Moi je suis les Beatles. Elle m'a raccroché au nez. Donc j'ai rappelé son agent pour être sûr d'avoir le bon numéro. Je l'ai rappelé. Je lui ai dit voilà, c'est Marc Lavoine. Elle m'a demandé quelle chanson chantes-tu en ce moment. J'ai dit bascule avec moi. Elle dit vas-y chante. Alors j'ai chanté évidemment. Quand Catherine Ringer vous demande de chanter, vous chantez. J'ai chanté et puis là je l'ai rencontrée et puis elle m'a dit voilà. Donc c'est pas l'Erita Mitsuko, c'est Catherine Ringer. Donc Fred fera la pochette. On refera un remix avec Tony Visconti et puis on fera la vidéo avec Mondino, et puis je ferai une ou deux télé, et puis voilà, et elle a tout fait. Voilà. Alors, en même temps, moi je me souviens des débuts des Rita Mitsuko dans une guinguette qui s'appelait, qui était à Neuilly, la brocante de Neuilly, le soir, le dimanche soir, elle chantait, couchée sur le piano, il y avait quelques personnes autour d'elle, et on ne comprenait pas au départ ce qu'elle faisait. C'est devenu, après Marcia Maya a tout changé. Ben oui, c'est-à-dire qu'elle a été capable, si tu veux, de mettre des mots difficiles, le cancer, sur les dance floors. Elle a mis des phrases sur la déportation sur les dance floors. Et mettre des textes sur les dance floors, depuis, je pense que depuis Patrick Juvet, personne n'avait réussi à le faire. Ce qu'avait fait donc Jarre avec Juvet et avec Christophe d'ailleurs, il avait réussi à mettre dans la modernité des vrais textes. Et Catherine a fait ça. Ils ont fait une musique, les Rita Mitsuko, qu'une personne n'avait fait avant et que personne n'a fait depuis. Ils ont créé quelque chose. Et cette création, c'est d'avoir mis des grands textes sur des musiques qui faisaient danser les gens. Et ça, c'était très malin. Enfin, très malin, c'est l'intelligence des cons, je trouve. Non, c'est très intelligent d'avoir fait ça. C'était très sensible, elle est très sensible. Et Fred Chichin était un garçon remarquable. Oui, tout à fait. Il se trouve aussi que la chanson, finalement, vous n'auriez peut-être jamais fait ce métier si votre frère ne nous avait pas offert à 5 ans une guitare, Marc Lavoine. C'est vrai qu'il m'offre une guitare, moi je sais pas jouer, et donc je gratte des accords, j'essaie de trouver des... Alors on met mes doigts dessus, puis finalement on a fait des chansons, on chantait dans les comités d'entreprise, on allait chanter à droite, à gauche, surtout à gauche, à l'époque, et puis un jour j'ai voulu faire du théâtre, alors je suis parti faire du théâtre. Voilà. Alors la chanson, ça a continué, et dans cet album 40 ans de souvenirs, les chansons sont classées par section, oui. Et ça c'est important pour vous. Oui, vous avez remarqué que c'est quand même par section, absolument. Oui, parce qu'il y a les chansons qui sont issues du Pont Mirabeau, de Paris, C'est ça la France, ou le protocole sont des chansons pas politiques, mais enfin, qui ont un regard sur la société. Il y a des chansons d'amour, des chansons intimes. Il y a 4, sur l'album vinyle, il y a 4 faces, et c'est vrai que chacune des chansons est ponctuée par une chanson inédite, et ça représente des sections. Oui, voilà. Et alors, C'est ça la France, justement, dont vous parlez, est présente sur cet album. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. Ça, c'est la version originale. C'est la version originale. Ouais, c'est pas la version de la non, c'est pas la nouvelle version. Mais je trouve que cet album, au départ, quand la chanson est sortie, ils ont dit tiens, une nouvelle version de la chanson de Rika Zaraï, c'est ça la France. Ah oui, absolument. Et c'est vrai que c'était plutôt Ma France de Jean Ferrat qui vous avait inspiré. Ce qui m'a inspiré, en fait, c'est la phrase de Jean-Marie Le Pen sur l'équipe de France de football, oui. En 96. La France perd la Coupe d'Europe avec Zidane, avec Lissarassou, avec tous ces gens, avec Thuram, ils disent c'est pas l'équipe de France, ça ressemble pas à la France. Et moi, c'est la France que je voyais depuis mon enfance, quoi. C'était la France que je voyais depuis mon enfance. J'ai pas compris pourquoi cette phrase était là, ce qu'elle voulait dire. Donc j'ai voulu faire une chanson contradictoire. Et puis avec Sylvain Berger, on a fait le clip. On a fait le clip du dernier titre aussi, qui s'appelle Protocole. On a fait beaucoup de clips ensemble. On a fait une quinzaine de clips ensemble, des films, des documentaires, etc. Et donc avec lui, on s'était réunis. On avait mis sur le papier tous les gens qui étaient français ou pas français qui ont fait la France. Donc de Noah à Coluche, en passant par Jean Gabin ou Michel Moreau, pardon, ou bien Jane Birkin, tous ces gens qui agglomérés sont des Français. C'est un peu comme dans les années 20, si vous voulez, quand la France de James Joyce, Duchamp, de tous ces gens qui font la culture de cette époque-là, avec les filles qui ressemblent aux garçons, l'arrivée du porno, le dadaïsme. Il y avait une sorte de France comme ça, très
Et de l'autre côté, il y avait des croix gammées sur les cimetières. C'était une France très... C'était les années 20, quoi. D'ailleurs, on est dans les années 20 en ce moment, d'ailleurs. Exactement. Et oui, ça recommence. Et donc, si vous voulez, c'était voilà. Et donc, il fallait quand même qu'on mette sur cette vidéo des gens qui ressemblaient à notre pays, quoi. Pas à l'Assemblée nationale, forcément, mais en tout cas au pays. Et bien, dans cet album, vous l'avez dit, il y a des chansons inédites, comme celle-ci. Pourrais-je dire encore je t'aime? Pourrais-je dire encore je t'aime? Pourrais-je dire encore je t'aime? Alors ça, c'est une chanson d'amour, mais je crois que le public vous dit encore je t'aime. Et après tant d'années, les nouvelles générations vous suivent parce que vous n'avez pas changé, vous êtes resté fidèle à vos valeurs, Marc Lavoine. Je pourrais jamais être infidèle à mes valeurs, ça serait être infidèle à ma mère. Oui. Ma mère disait toujours la vérité, c'était la valeur la principale de ce qu'elle était. Elle disait la vérité. Elle me disait la vérité, c'est rien d'extraordinaire, c'est juste la vérité. Le mensonge finit toujours par se tuer tout seul, ce qui est arrivé d'ailleurs. Et donc, non, mais cette chanson sonne la fin d'une époque et le début d'une nouvelle époque. C'est-à-dire que oui, je suis capable de dire je t'aime en tout cas. Et je le dis toute la journée. Je pense qu'à ça, je pense qu'à elle. Et c'est bon, c'est vraiment bon que de ressentir ça à mon âge, vous comprenez. Vous êtes encore très jeune. Oui, mais j'y croyais plus. Et puis voilà, la vie m'a rattrapé. Et c'est très bien. Ça sort très bien. C'est comme mon livre, hein, je l'ai gardé 7 ans sur la table de travail sans oser le sortir. Et c'est l'édition qui m'a appelé en me disant il faut sortir le livre maintenant. Je l'ai fait lire à mon attaché de presse qui est présente aujourd'hui. On l'a lu en 2 jours et on s'est dit c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ouais. Donc on va le laisser partir. Et en le laissant partir, tout me revient. C'est-à-dire que la joie me revient, le bonheur de vivre, l'envie, le désir. Et cette chanson et ce livre sont sortis vraiment à un moment de ma vie où je ne savais plus. J'avais envie de m'arrêter, j'en pouvais plus. Je voulais partir en Grèce et puis écrire des romans peut-être de loin comme ça. Mais je voulais vraiment m'arrêter. Et là, je veux plus m'arrêter. Eh ben, ça tombe bien parce que ce livre, on va en parler à travers la date de la sortie, le 15 janvier 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Marc Lavoine. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, un homme heureux, Marc Lavoine. Oui. Heureux, et nous, on est heureux de vous recevoir pour évoquer la date du 15 janvier 2025, la sortie de ce livre, Quand arrivent les chevaux, chez Fayard. C'est un roman qui est sorti 10 ans après L'homme qui ment, qui avait été un immense succès. Il a fallu attendre 10 ans alors que ce roman était écrit déjà. Il était écrit 3 ans après L'homme qui ment. J'ai commencé à écrire ce bouquin et j'ai laissé 7 ans sur ma table de dessin. Il y avait du café renversé dessus, des morceaux, des couleurs, j'avais même les corrections étaient dedans. Et quand on m'a demandé de le sortir, donc je l'ai lu avec Marie, qui est une croqueuse de chocolat, et moi un croqueur de chocolat aussi. Et donc en croquant notre chocolat, on a lu le livre, on s'est dit c'est bon, on peut le laisser s'envoler. Et donc je l'ai donné. Ce jour-là, j'ai sorti mon disque en même temps d'ailleurs. Et il s'est produit quelque chose. Les gens dans l'édition ont aidé, ont aimé ce livre. Et puis l'édition a changé de patronne. Et c'est Lise Borel qui a pris la direction du label. Et elle a adoré le livre. Donc on l'a sorti, on l'a écrit avec c'est Jean-François, donc qui l'a remis en œuvre. Enfin, parce que moi j'écris sans ponctuation et avec des typos différentes. Alors il a fallu remettre des typos et des ponctuations. Et puis j'ai coupé quelques morceaux qui étaient, à mon avis, un petit peu hors sujet. Surtout dans l'intro d'ailleurs, où je parlais trop de moi et je parlais pas assez de ma mère, pour qui je me prends pour me mettre dans le roman à ce point. Et donc du coup, il est sorti et puis et les gens ont envie de le lire, ils le lisent et surtout ils sont heureux après l'avoir lu. Oui, alors ce livre on est heureux, mais surtout ce livre était un besoin pour vous, Marc Lavoine. Ben c'était oui. Alors L'homme qui ment aussi, c'était un besoin parce que j'avais besoin de raconter l'histoire de mon père, de la guerre d'Algérie, de la guerre les 2 guerres, la Grande Guerre et la guerre d'Algérie, qui est une grande guerre aussi, de 54 à 62, c'est quand même pas mal, c'est pas des événements. Et donc de raconter la suite c'est donc la mort de ma mère. Et j'ai eu des difficultés à l'écrire, parce que, enfin pas à l'écrire, je l'écris comme L'homme qui ment, j'ai dû l'écrire en 3 semaines. Mais 3 semaines totales, sans coup de fil, sans rien, 3 semaines. Oui, et en même temps avec une date de mort qui correspondait pas à la réalité. C'est-à-dire que vous êtes aperçu plus tard qu'elle était morte beaucoup plus tôt que vous pensiez. Oui, le temps s'est arrêté. Quand mon père est mort, le temps ne s'est pas arrêté. Les lundis existaient, les mardis, tout ça. Bon, maintenant je sais même plus quel jour nous sommes.
Et bon, je sais quelle année nous sommes évidemment, mais ça ne m'intéresse plus. Le jour où ma mère est morte, le temps ne m'intéresse plus. C'était terminé. Je sais pas pourquoi. Ça a été un bouleversement. Ça a été le centre du monde a disparu. J'ai pas compris. J'ai refusé ce jour-là. Je sais même pas quel jour elle est morte. Elle est morte, je crois, 1 mois après son anniversaire, parce que je lui ai offert une montre. Je le regrette d'ailleurs. Je regrette de lui avoir offert une montre. Comme si cette montre était symbolique du temps, et ce temps m'a manqué. J'aurais bien aimé qu'elle vive encore 1 an, qu'elle revienne une nuit, une journée, de temps en temps, quoi, qu'elle vienne me voir. Mais bon, si vous voulez, elle reviendra pas, elle est morte. Alors, dans ce livre, justement, vous affichez des regrets qui ont disparu avec le temps. C'est-à-dire que vous pensiez que vous auriez dû la changer d'hôpital. Mais oui, c'est pour ça que Francis Jean, mon ami Francis Jean, le frère de Philippe Jean, est dans le roman, que j'ai enterré aussi. Enfin, bon, il est dans le roman parce que il vient me parler d'elle. Il me parlait tout le temps de quelqu'un d'autre. Ce sont des gens, les gens que je cite dans le livre, même si Mao au début, sont des gens qui me parlaient tout le temps d'autre chose. Ils me parlaient pas d'eux. Il me parlait de ma mère, il me parlait de Brassens, il me parlait de théologie, il me parlait de Liszt, il me parlait de choses d'art moderne, mais il me parle pas d'eux. Et moi, je parlais que de moi, je parlais que de ma peine. Et puis, il y a Frédéric qui perd son fils, et là, je comprends que il y a un illogisme là-dedans, il y a quelque chose de terrifiant, et que je dois absolument faire du cheval, quoi. Alors justement, quand arrivent les chevaux, la particularité, c'est un roman, mais on ne sait plus comment on peut discerner la réalité de la fiction. Ben oui, c'est un peu l'état dans lequel nous sommes quand on apprend la mort en Europe. En Afrique, c'est différent. En Inde, c'est différent. En Asie, c'est différent. Parce que j'ai un ami qui est mort en Asie, un asiatique, un bouddhiste, hindouiste. Il est mort, on a fait une crémation, il est mort il y a eu 1 semaine de réjouissance. C'était très différent. J'ai vu son fils jouer avec son fémur sur la plage, enfin, ses cendres partir, j'étais apaisé. Et là, en Europe, c'est terrifiant, parce que tout est mort. De toute façon, les rues sont mortes, les voitures sont déjà mortes, les feux rouges sont morts, rien n'est vivant. Tout est vertical. Et puis on cache la mort, on n'a pas envie d'en parler, on a envie de l'éviter. Votre mari ou votre femme est en chimio, en phase terminale, et vous dites ça va très bien, vous inquiétez pas. Non, donc nous, on a un problème avec ça. Oui, mais il y a aussi un problème quand on lit votre livre, on ne sait plus si vraiment elle a vécu la vie qu'elle raconte, ou c'est vous qui l'avez imaginé, Marc Lavoine. Ça, c'est... Je l'ai imaginé grâce à elle. Je l'ai imaginé grâce à tout ce qu'elle m'a laissé. J'aurais pas pu écrire ça sans avoir vécu avec elle, sans avoir cousu avec elle, sans avoir fait le ménage avec elle, sans avoir été sous son bureau pour l'écouter jouer de la machine à écrire. J'aurais pas pu écrire ça sans ses confidences, sans sa peur de l'orage, sans ses larmes, sans aussi son silence quand elle était assise, couchée sur son lit comme une feuille morte qui attend quelqu'un qui n'y viendra jamais. Vous comprenez, c'est une histoire d'amour complètement déchirée. C'est une femme qui a été vidée de sa féminité. Et si vous voulez, quand on enlève la féminité d'une femme, c'est terrifiant. C'est un crime. Et les chevaux, vous expliquez dans ce livre qu'elle aurait été liée à un certain docteur Schweppes et que ils avaient la passion des chevaux sauvages. Oui, parce que le cheval est un animal mi-sauvage, mi-domestique. Et donc il y a une sorte de danger à monter sur lui. Il y a un danger à être avec un cheval. Et quand on en a peur, et moi j'avais peur des chevaux, j'ai commencé à être apprivoisé par les chevaux. Quand j'ai joué avec Tony Gatliff le rôle du vétérinaire et du maire d'une ville qui accueille des tziganes des tziganes qui vont être déportés et qui les défend. Et là, j'ai dû m'approcher des chevaux. J'ai dû faire des scènes avec les chevaux, notamment avec un mâle très très violent, très très puissant qui se jette sur moi, et puis une jument qui tombe, et je regardais son œil, je commençais à être tactile avec les chevaux. Et puis j'ai eu un cheval qui est mort dans mes bras, un Ardennais, et je l'adorais parce que je le montais pas, bien sûr, parce que je montais pas les chevaux, j'avais peur de les monter. Je montais sur son dos et je dormais sur son dos. Il me promenait, il me secouait comme ça. Et quand j'arrivais chez moi, il galopait vers moi. C'est un cheval ardennais gris avec les cheveux blancs qui touchent le sol. Sa queue touchait le sol. Il était merveilleux. Il est tombé et il est mort dans mes bras. C'est ça qui m'a donné l'idée d'avaler son âme. Et je pense à ce cheval très souvent depuis que j'ai avalé son dernier soupir. J'y pense pratiquement tous les jours. Et donc j'ai associé ma mère à ce souffle-là, parce que quand ma mère est morte, je suis tombé par terre. Vraiment, je suis tombé par terre. Et donc, si vous voulez, cette douleur a été terrifiante. Et j'ai traversé des moments difficiles avant de sortir ce livre.
J'imagine. Mais vous savez qu'il y a quelqu'un qui avait aussi très peur des chevaux, c'était Hergé, le créateur de Tintin. Il ne pouvait pas s'approcher d'une écurie sans devenir blême et avec une envie de s'enfuir. C'est très particulier. Et donc les chevaux réagissaient mal. Bien sûr. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que le cheval n'avait pas peur de moi. Et j'ai pas eu peur de lui. Je l'ai respiré, je l'ai embrassé, je lui ai parlé toute la journée. Je suis allé dans la neige avec lui, je m'enfonçais dans la neige, je sortais de la neige. Tout le monde est tombé sauf moi. J'étais pas fier, j'étais pas heureux, j'étais pas malheureux. Je parlais avec lui, je pleurais en même temps. Et puis j'ai fait un premier galop raté. Et le deuxième galop a réussi parce que j'ai arrêté le cheval au milieu du lac, gelé. Et je lui ai dit, écoute mon vieux, ou on le fait ensemble ou j'y vais à pied, mais là j'en ai marre, quoi. Quand on lit... Et on a galopé vraiment tous les deux. Quand on lit votre livre, Marc Laval, on s'aperçoit que l'amour que vous aviez pour votre mère, notamment, je crois qu'elle vous a appris l'élégance, la joie. Ma mère était une femme brisée, mais toujours joyeuse, toujours travailleuse. Elle travaillait toujours, et elle avait toujours l'élégance de recevoir les amis et de leur faire à manger. Et elle était heureuse de ça. Elle nous regardait, elle nous écoutait. Elle fumait sa cigarette, elle buvait son petit verre. Elle nous écoutait, elle nous regardait. Mais surtout, elle m'a rendu heureux, moi. Elle a réussi mes rêves. Elle m'a permis de vivre dans ce monde d'adulte et d'être un homme enfin libre, je crois. Alors que finalement, elle disait toujours ne pas être une adulte et avoir 11 ans ou 12 ans. Oui, ça c'est dans le livre. Je dis qu'elle a 11 ans. Enfin 12, parce qu'elle triche toujours sur son âge. Et qu'elle est une jument, puisqu'elle a avalé l'âme de sa jument, qui s'appelait ma jument. Donc elle me demande de me rajouter un jus au milieu de maman et de l'appeler ma jument. En même temps, vous dites que c'est une histoire à mourir debout. C'est une belle expression. Oui, c'est ça, c'est une histoire à mourir debout, parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une histoire qui touche à la mort, mais elle touche à la vie surtout. Elle touche à ce que la mort nous donne. La mort ne nous enlève pas totalement les choses. Elle nous en enlève une partie, elle nous enlève la voix, elle nous enlève les yeux. Les yeux que Giacometti cherchait à retrouver, parce que quand Vandemer faisait le grand tour avec le deuxième grand tour qu'il a fait avec Giacometti, il est mort, et c'est là qu'il s'est aperçu du côté terrifiant de la mort, qu'on enlève des yeux des gens toute la vie qu'ils nous donnent. Et ça, c'est terrifiant. Après la mort nous soigne, elle nous calme, elle nous donne des choses qu'on n'avait pas attendues, des choses qu'on avait presque oubliées. Elle nous rattrape et elle nous dit, regarde, ça c'est ta mère. Et même dans ce livre, vous évoquez une chose importante, le suicide. Car les suicides, vous le liez à certains grands écrivains comme Virginia Woolf, comme d'autres, qui se sont suicidés. Et pour vous, c'est quelque chose, ça a été un déclic aussi. Moi, d'abord, j'ai eu envie de mourir. On a tous envie de mourir, on a tous envie d'être alcoolique, de prendre des médicaments. Vous savez, la France est un des pays qui se drogue le plus, qui prend le plus de médicaments. Donc c'est aussi une analyse de mon pays que je fais dans le livre. Il n'y a pas un côté politique, mais il y a un côté quand même social. Donc, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes quand on est au bord, comme ça, quand on va chercher la mort à ce point? Donc moi, je l'ai associé à la mort de ma mère. C'est vrai que la mort de ma mère m'a emmené dans des univers que je ne comprends plus, et qui m'ont esquinté, qui m'ont fait souffrir. Et donc, si vous voulez, c'est ça, c'est-à-dire que ce Marcel, il est perdu, donc il se rattrape à ce qu'il peut. Il y a un chemin, c'est vraiment, comment dirais-je, le chemin, vous savez, c'est une quête. Oui, c'est ça, c'est le chemin de la vie, c'est le sens de pourquoi nous sommes vivants. Oui. Pourquoi est-ce qu'on existe? Le personnage s'appelle Marcel, mais vous êtes en filigrane derrière. Et ce qui est étonnant, c'est que vous citez en préambule Romain Gary, La promesse de l'aube, et que La promesse de l'aube, c'est l'histoire de Romain Gary avec sa mère, oui, justement. Absolument, oui. Il y a un lien. Bah oui, il y a un lien, bien sûr. Alors, il y a aussi la phrase... C'est-à-dire que la phrase est magnifique. Elle avait des yeux où il faisait si bon vivre que j'ai jamais su où habiter depuis. C'est quand même une phrase qui dure une vie. C'est une phrase qui vous dure toute... C'est comme la phrase de Léo Ferré, le bonheur, ça n'est pas grand-chose, c'est du chagrin qui se repose. C'est une phrase qui remplit une vie. Donc... Et voilà. puis, il y a la malice de votre mère qui fait croire qu'elle est sourde et muette. Oui, c'est-à-dire que quand elle a ce choc affectif, enfin... Elle devient sourde et muette, mais Schweppes le voit. Schweppes va lire Madame Bovary dans des éditions différentes tous les jours avec son riz au lait, et il lui dit, vous êtes une enfant, vous. Schweppes a vraiment existé? Oui, bien sûr, Schweppes a existé. C'était un homme merveilleux, d'ailleurs. Un homme merveilleux qui venait chez ma mère, qui était très lié avec ma mère, et il se parlait dans la cuisine, toujours avec un café. Et j'entendais pas ce qu'il disait. En fait, je voulais pas entendre. Même quand je passais, que j'entendais leur voix, j'entendais un ronron, des rires. Il faisait rire, ma mère. Et ça faisait longtemps qu'elle riait plus. Et là, il la faisait rire. C'était pendant le divorce avec mon père. Il la faisait rire, il lui remontait le moral.
Et elle était heureuse d'être vue par cet homme. D'ailleurs, elle a été heureuse aussi une fois quand elle s'est cassé l'épaule dans la rue en bas de chez moi. Elle venait voir mon fils Roman souvent. Et Roman lui a donné les dernières années de sa vie ont été très belles grâce à Roman et à Yasmine. Et donc, elle s'est cassé l'épaule et je lui dis, je vais t'emmener à l'hôpital. Je l'ai emmenée à l'hôpital et un jeune homme de 30 ans l'a regardé. Il lui a pas dit comment vous vous appelez, il lui a pas dit. Il me demandait comment elle allait. Et son visage est devenu celui de la femme que je connaissais. Ses yeux se sont mis à pétiller. Elle a passé une des plus belles soirées de sa vie. Il y a dans ce livre, Marc Lavoine, des dialogues avec votre éditrice. Oui. Et je me dis que vous pourriez parfaitement l'adapter sous forme de dialogue au cinéma, ce livre. Écoutez, c'est un projet que je caresse. On m'en a parlé. Et donc, je vais laisser faire parce que un film comme celui-ci, c'est ambitieux en même temps. Mais bon, ça me plaît. Ça me plairait en tout cas de faire le film. En tout cas, ce livre est sorti. Il y a la tournée qui démarre. Oui. Une grande tournée retour sur scène. Ce livre s'appelle Quand arrivent les chevaux chez Fayard. Et je suis sûr que vous en écrirez d'autres parce que vous n'allez pas en rester là. Déjà, j'ai le titre du prochain album. Donc ça, c'est important parce que il fallait que je trouve ce titre. Je peux pas faire un album sans avoir le titre. Donc j'ai le titre de l'album. C'est pas mal. Et j'ai déjà la petite idée d'un nouveau roman. Bon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je sais que vous n'aimez pas les adieux, donc on va simplement se dire au revoir et à bientôt dans Les Clés d'une vie. Merci Marc Lavoine. Merci à toi. Mais continuons comme ça, ne changeons rien. Salut. Salut. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.